Dès le début de la colonisation au Congo, le gouvernement avait jeté les bases de l'éducation des populations autochtones. C'est en 1906, en effet, que l'État indépendant du Congo conclut avec le Saint-Siège une convention pour créer une collaboration étroite entre les missions catholiques et le gouvernement en matière de scolarisation. L'État belge prit le relais par la loi du 18 octobre 1908 qui stipulait notamment que le gouvernement général devait protéger et favoriser toutes les institutions tendant à instruire les indigènes. Cela commença par les colonies scolaires, artisanales et agricoles, dotées d'un internat. Puis, de nombreuses petites écoles fondamentales virent le jour et leur multiplication fut le début de l'alphabétisation du monde rural. L'enseignement primaire se développa ainsi rapidement sur l'ensemble du territoire malgré les difficultés. Difficultés matérielles d'abord, vu l'absence de voies de communication et la diversité des langues. Difficultés didactiques aussi, vu l'absence de manuels scolaires. Difficultés psychologiques enfin, suite à l'opposition de certains chefs coutumiers à l'éducation des enfants qui allaient, croyaient-ils, mettre leur autorité en péril et par ce fait désorganiser la société clanique. En 1929, des instructions furent diffusées pour tenter de vaincre les oppositions claniques à l'éducation des filles, opposition inhérente au statut de la femme dans les milieux coutumiers. En fait, la politique suivie par notre administration fut de développer une scolarisation de masse et, sur cette large base, dresser progressivement un enseignement postprimaire et secondaire pour former les premiers instituteurs et les cadres moyens de la société civile. Le sommet de la pyramide fut la création d'un enseignement universitaire tout à fait comparable au niveau européen. L'enseignement était d'abord diffusé dans le dialecte local, puis, dans les écoles centrales, on adopta une des principales langues véhiculaires du Congo. Au niveau post-primaire et puis secondaire, une priorité fut accordée dès le début à la formation des moniteurs. Parallèlement à cet enseignement normal pour la formation des maîtres, d'autres cycles secondaires furent organisés en français. Celui des humanités, dans le secondaire général, à orientation littéraire ou scientifique. Celui de l'enseignement technique dans de petites écoles artisanales d'abord et dans les écoles professionnelles ensuite. Et enfin, les écoles techniques pour la formation des cadres moyens de l'industrie et du commerce. Pour être complet, citons l'enseignement agricole qui formait des techniciens, puis des assistants agricoles en vue du développement des grandes plantations et des paysanats indigènes. Enfin, l'enseignement médical forma des infirmiers et des assistants médicaux de grande qualité qui gérèrent les nombreux dispensaires ruraux. Cette structure scolaire était régulièrement inspectée par un corps d'inspecteurs spécialisés. En 1949, la Fondation Lovanium, issue de l'Université catholique de Louvain, l'UCL, prit l'initiative d'ouvrir à Kisantu le centre universitaire congolais, orienté vers les sciences administratives, agricoles et médicales. Et ce, avec le concours de professeurs visiteurs venant de l'UCL et de hauts fonctionnaires locaux. La Fondation Lovanium achevait ainsi l'œuvre accomplie par la FOMULAC et le CADULAC, Fondation médicale et agricole. Les succès enregistrés déterminèrent les promoteurs à créer sur le mont Amba, dans la banlieue de Léopoldville, le 15 janvier 1954, sous la direction de Monseigneur Gillon, l'université Lovanium. Une section
préuniversitaire allait permettre l'ouverture 10 mois plus tard d'une première candidature universitaire de niveau européen. Le branle était donné. À son tour, en 1956, le gouvernement ouvrit une seconde université, officielle cette fois, à Élisabethville. Il faut savoir qu'en 1959, l'enseignement primaire subsidié et officiel était fréquenté par 1 650 000 enfants, soit une scolarisation de 60%, l'un des taux les plus élevés d'Afrique. Des chiffres plus complets et des renseignements plus détaillés sur l'histoire de l'enseignement peuvent être trouvés dans le livret joint au présent DVD. Parallèlement à cet enseignement subsidié par l'État, existait un enseignement privé donné par les sociétés. Les congrégations missionnaires cherchaient davantage à former une élite dans les séminaires. Ils y avaient déjà formé un nombreux clergé, dont plusieurs évêques, alors que les premiers étudiants sortaient de l'université Lovanium. Voilà donc, en résumé, quelles furent les grandes étapes de l'enseignement accompli en seulement 80 ans pour permettre aux populations du Congo belge de se forger les outils de leur propre développement. Ce que j'ai dû instaurer, c'était une prime pour les filles qui venaient à l'école. Parce que dans leur mentalité, il n'était pas question que les filles aillent à l'école. Hein, quand je disais, merci, il faut envoyer ta fille à l'école. Mais non, les filles, ça ne va pas à l'école, ça n'admettait pas ça, hein, une fille qui allait à l'école. Mais je dis, si, elles doivent aller à l'école. Et alors, pour avoir des filles à l'école primaire, eh ben, j'ai été obligé de mettre une prime à la fille qui venait à l'école primaire. Est-ce que les garçons et les filles étaient dans la même classe pour suivre les leçons? À la mission même, là où j'ai été, parce qu'il y avait des sœurs missionnaires, il y avait une école pour filles et donc à l'école des garçons, il n'y avait que des garçons. Dans des centres de mission où il n'y avait pas de sœurs, où il n'y avait pas d'école pour filles, il y avait très peu de filles qui allaient à l'école primaire. Dans les succursales, encore moins. Et ces filles étaient manifestement peu entourées. Je voudrais quand même évoquer une école secondaire pour filles. On dit parfois qu'on a tardé dans l'enseignement des filles. Moi, je sais très bien que dans cette école qui était à Savé, qui était tenue par les Sœurs Blanches, eh bien, dans cette école qui avait commencé, je ne sais plus exactement quand, il y avait notamment 2 jeunes filles de Kigali. Et le papa, vers l'année 52, je crois, me disait, « Père, je suis persécuté par mes collègues de travail. » Ils me disent, « Mais tu es fou. Tes 2 filles ne sauront même pas balayer une maison. Tes 2 filles, tu les envoies à plus de 100 kilomètres d'ici. Tu les confies à des sœurs européennes qui vont les éduquer à l'européenne. Elles ne sauront rien faire. Tu es fou d'envoyer comme ça tes filles loin et de ne pas t'occuper d'elles. » Plus tard, les idées ont évolué, mais c'est dire aussi que dans ce milieu féminin, l'évolution a été très difficile, très pénible, et qu'au fond, il y avait un décalage. Les jeunes filles étaient, pour reprendre ce mot qui n'a rien de péjoratif, évoluées, mais le milieu n'avait pas évolué pour les recevoir. Les Sœurs Blanches avaient une école primaire. Même système que pour les garçons. Les filles de toute la mission, qui étaient donc bien douées, qui avaient réussi l'examen de fin d'études de primaire, étaient internes chez les Sœurs Blanches. Nous avions les garçons, elles avaient les filles. Nous voulions qu'elles soient bien inculturées dans leur milieu villageois et fidèles à leurs traditions. C'était très important pour nous. Nous ne ramenions pas des valeurs européennes, nous voulions les faire découvrir et faire vivre davantage leurs valeurs africaines. En 1949,
nous avons ouvert une école primaire de 6 ans, suivie d'une école ménagère de 3 ans. En 1956, nous avons ouvert un cycle de cours pédagogiques qui formait des maîtresses pour les écoles de village. Nous voulions que la formation qu'on leur donnait leur permette d'assurer les écoles de village de première et de deuxième année. Plus loin se trouvait un institut, l'Institut Sainte-Marguerite, qui a été créé par M. Cousin, le directeur général de l'Union minière, et qui avait créé cet institut non pas pour des jeunes filles blanches, mais bien pour des jeunes filles noires, filles de cadres de l'Union minière, et qui, elle, avait une formation vraiment très poussée. Ça allait jusqu'aux moyennes inférieures, je crois, et les primaires également. Ces petites filles étaient très disciplinées. Oui, nous avions là le problème des langues africaines. C'est une véritable Macédoine. Le swahili était une langue importée. Et c'est là que nous employions. Il nous était évidemment impossible de travailler avec 4 langues différentes dans une classe, n'est-ce pas? D'ailleurs, le programme du gouvernement colonial le disait clairement. L'école de moniteurs doit former des maîtres d'école qui doivent enseigner les enfants du peuple. Il n'y a pas de raison de choisir le français comme langue véhiculaire dans cette école secondaire. Chez certains, et on sentait déjà il y a 60 ans, n'est-ce pas, cette hantise, nous devons parler français. Les Européens parlent français, nous devons parler français. Alors, c'est nous, missionnaires étrangers, qui devions leur faire remarquer l'importance des langues de chez eux, hein, pour leur pensée, pour leur culture. J'ai commencé à enseigner le français en 6e primaire, et puis en 5e, puis en 4e, en 3e, descendant. Toujours, on arrivait à l'orthographe. Ça n'allait pas. Il parlait bien, mais il écrivait très mal, plein de fautes. Alors on a cherché pourquoi. Nous nous sommes dit alors, mais le français, c'est pas comme le Kiswahili. Kiswahili, c'est écrit comme il se prononce. On dit tu, on prononce tu, on dit vie, on prononce vie, on écrit vie, c'est la même chose. En français, c'est différent. Donc il faut soigner tout d'abord, commencer d'abord par le français et par le Kiswahili après. Alors, ce qui était manque de logique, pour toute logique pédagogique, nous avons mis le français en première, avant le Kiswahili. On a commencé par ça. Et 2 mois après, on prenait le Kiswahili pour compléter les deux. Et ça marchait très bien. Parce que dès le début, ils avaient non seulement le son du mot, mais l'orthographe du mot. Ils devaient avoir l'idée du mot. Et le moniteur était obligé, chaque fois qu'il prononçait un mot, de l'écrire pour le faire voir. On est arrivé comme ça, en 3e, 4e primaire, à une dictée sans faute, absolument sans faute. C'était changé. Mais nous n'étions pas sur la règle habituelle, qui nous demandait de mettre le français plus tard. Mais on l'a mis plus tôt. Et ces étudiants qui se présentaient pour les tests, quelles études avaient-ils fait? Ce sont des élèves qui avaient fait l'école primaire en 5 ou 6 ans. Mais dans la langue véhiculaire, le Congo, à cette époque, était divisé, si je puis dire, il y avait 4 langues principales. Des langues de communication, autant dire. Ne parlons pas des langues habituelles que les Congolais parlaient entre eux. Il y en avait peut-être 500, il y avait peut-être 500 dialectes. Mais il y avait, dans l'Est, le Kiswahili. Il y avait le Kiluba dans le Kasaï. Il y avait le Kikongo dans le Bas-Congo. Et il y avait le Lingala, la langue du fleuve. Kindu, au Maniema, c'est le Swahili, le Kiswahili, qui était la langue de communication, si je puis dire. Et les élèves
de l'école primaire étaient éduqués en swahili. Et les cours allaient se donner en français. Et les cours se donnaient en français. Alors, je voulais aussi parler de l'enseignement. Dans chaque zone de plantation, il y avait au minimum 2 années de primaire assurées pour tous les enfants de travailleurs. Cet enseignement primaire, donc les 2 premières années, était entièrement aux frais de la société, bien que les instituteurs étaient généralement sous la houlette des missionnaires. Il y avait un enseignement primaire complet dans la plupart des grandes zones de plantation. Il y avait un enseignement secondaire complet dans les 2 principales zones de plantation, qui étaient Libreville et Elisabetta. Alors, j'aurais dû citer en premier lieu une école d'agriculture propre à la société qui se trouvait à Yaïseke près de Bumba et où on formait des assistants agricoles de très bon niveau. Alors, il y avait aussi des écoles plus techniques, écoles d'ajusteurs, de tourneurs, une école de comptabilité. Et il y avait aussi, dans 2 ou 3 zones de plantation, une école d'aide infirmier. Donc, je crois que là, il y avait tout de même un effort considérable en matière d'enseignement. Alors, nous avons décidé de créer nous-mêmes nos écoles. Et la première, c'est l'école supérieure d'agriculture, qui est située là en haut de la carte, dans le territoire de Bumba. Et l'objectif était de recruter des Congolais dans les écoles moyennes, c'est-à-dire 3 à 4 ans après l'école primaire. On ne pouvait pas aller plus loin. Et à partir de là, d'en faire pour les plantations ce que nous appelions des assistants agricoles, après 2 ans d'études et 2 ans de stage en plantation, mais aussi dans la perspective d'en faire des jeunes cadres, des junior managers. Après les tâtonnements du début, les classes de première année primaire, où les enfants avaient un moniteur peu formé qui donnait les cours en swahili, des cours accélérés de français leur furent donnés qui devaient leur permettre de rattraper leur manque de base en cette langue. Un effort spécial fut fait en 1958-59. 2 moniteurs diplômés, après 4 années d'école normale, furent engagés par la station de Québec. Ils enseignaient la méthode globale. Les cours étaient entièrement en français et suivaient le programme officiel. L'école fut donc reconnue officiellement et était sous la direction d'une assistante sociale européenne dépendant de la mission Notre-Dame de Lubumbashi. Cette école était inspectée régulièrement et des subsides furent demandés au service provincial de l'enseignement. Il y avait 2 classes rurales qui avaient été créées dans le but de participer à la lutte contre la délinquance juvénile. Nous avions cherché là un moyen de supprimer le vagabondage des enfants de travailleurs qui n'étaient plus en âge d'aller à l'école. Les 2 classes fonctionnaient de la façon suivante. Le groupe A, le matin, les meilleurs éléments recevaient des cours de français, de calcul, de la valeur d'une 3e année primaire. Et l'après-midi, ils participaient à divers travaux des champs, rémunérés. Le groupe B, le matin, allait aux travaux des champs, rémunérés, et l'après-midi, ces éléments moins doués recevaient des cours de français et de calcul équivalents à plus ou moins une 2e année primaire. Il y avait aussi une classe ménagère qui s'adressait aux jeunes filles. Mais au départ, elles étaient peu nombreuses et ne recevaient que des cours de tricot et de couture tous les matins. Et il faut dire
que beaucoup de jeunes filles étaient demanderesses de cours complets de formation ménagère. Nous avions alors instauré, dans le but d'africaniser davantage les cadres, des cours qui étaient assez rudimentaires, il faut bien dire, qui portaient sur l'économie politique, qui portaient sur les méthodes bancaires, sur la comptabilité, l'exportation, l'importation, le crédit documentaire, etc. Et ça se donnait tous les soirs. Quelques administrateurs territoriaux, quelques employés de société, enfin quelques naïfs, quelques idéalistes, nous avions organisé des cours du soir pour les Congolais désireux d'accroître leurs connaissances, de s'instruire et de se préparer à l'exercice de fonctions plus importantes plus tard. C'était bien l'objectif. Et on leur donnait des cours d'histoire, de géographie, de littérature. Et moi, j'étais chargé d'un cours qui m'a passionné, j'ai fait ça pendant 3 ans, je crois, d'économie politique. Donc on parcourait l'histoire de l'économie de nos régions, bien entendu. Mais parallèlement à ce que nous faisions pour les hommes, il y avait des épouses, des dames, un certain nombre d'entre elles, qui organisaient pour les Congolaises des réunions aussi, où on leur apprenait à se tenir, des cours de maintien. Voilà, on leur apprenait à s'asseoir, on leur apprenait à se dresser, on leur apprenait à dire bonjour, à serrer la main sans faire des grimaces, à tenir une tasse de thé, c'est pas évident. Et donc il y avait, même au Kivu, donc un grand désir de participer à cette œuvre d'émancipation des Congolais. Je m'appelle Claude Charlier, je suis né en 1930 et j'ai eu la chance de passer 30 ans au Congo dans l'enseignement et surtout dans l'enseignement des beaux-arts. J'ai eu l'occasion de connaître principalement 2 écoles extraordinaires dont je vais vous en parler. La première école, dirigée par Romain de Fossé, je vous présente ici 2 de ses tableaux, un de Pili Pili, l'autre de Moisé, qui ont été les auteurs principaux de son école. L'autre école de Laurent Mounens, de l'Académie des Beaux-Arts de Lubumbashi, qui a démarré dans les années 47-48, et les premiers diplômés sont sortis 59. Pourquoi ai-je choisi ces 2 écoles? Parce qu'elles sont extraordinaires. Elles avaient comme qualité principale, c'était de faire des œuvres d'art africaines faites par des Africains, mais avec un caractère africain. C'était cela le plus important. Mes 2 directeurs d'école, là, ont refusé cet esprit de donner une expérience occidentale. Ils ont dit aux Africains, sans faire de discours évidemment, vous allez peindre, voilà des pinceaux, voilà du papier, voilà de la couleur, et vous faites tout ce que vous voulez. Mais vous faites africain. Ne venez pas avec des histoires d'Européens, avec de la perspective, avec des proportions, avec des couleurs complémentaires. On s'en fiche complètement. Peignez comme vous avez dans votre tête. Pensez à ce que vous avez dans votre tête et allez-y, mettez-moi ça sur papier. Et ils ont fait des choses extraordinaires. Et c'est ça, la valeur de ces 2 écoles. C'est d'avoir pu maintenir un caractère africain. Laurent Mounens, qui travaillait, si vous voulez, en parallèle avec Romain de Fossé, lui a ouvert une académie scolaire, plus scolaire, avec des adolescents. Et un beau jour, l'État, le gouvernement, accepte de reconnaître officiellement cette école. Donc ça devient l'Académie officielle des Beaux-Arts d'Élisabethville. D'où subventions, etc., engagement de professeurs. Et le directeur vient me trouver et me dit « Veux-tu ouvrir un atelier de travail du métal, de la sculpture sur métal dans l'académie. On appellera ça cuivre d'art. » Voilà. Je dois ajouter un élément très important vis-à-vis des étudiants africains. Tous les enseignants, je pense, vous le diront. Ces garçons, moi j'avais recevais des garçons de 15 ans environ, eh bien, ils avaient un souci extraordinaire et très profond en eux de continuer leurs études.
tout le Congo était scolarisé en école primaire. Dans tous les villages du Congo, il y avait des écoles primaires. Dans les communes, dans les villes, il y avait école primaire, école secondaire. Dès qu'ils avaient terminé l'école primaire, ils cherchaient un enseignement secondaire. Et on était, nous, à l'académie, on recevait 200 candidats. On n'en prenait que 30, mais on avait 200. Et puis après, ils couraient dans une autre école pour se faire engager dans une autre école, tellement ils avaient le souci de prolonger leurs études, et le mot « apprendre » chez eux avait une importance capitale. Donc vous avez terminé vos humanités en quelle année? J'ai terminé mes humanités en 55. En 55. En 55. Donc Lovanium, l'université Lovanium ouvrait en 54. Moi, j'ai terminé mes humanités en 55. Donc je suis entré à Lovanium en 55. Donc la deuxième promotion de l'université. Sans intermédiaire directement de rhétorique en première année? Ah non, non. Tous les collèges congolais, donc les collèges, enfin pour congolais je veux dire, nous avions les humanités latines, pas gréco-latines, une humanité latine scientifique. On devait passer une année préuniversitaire et les cours étaient donnés par les professeurs de l'université, parce que c'était sur le même campus. Comme nos collègues belges qui sortaient, eux, de leur collège gréco-latine, eux venaient directement dans les facultés. Tandis que nous, on les a rejoints dans les facultés après l'année préuniversitaire. Et encore après cette année préuniversitaire, on devait passer devant un jury. Donc ceux qui réussissaient alors pouvaient choisir les facultés, les différentes. C'est par goût que vous êtes entré à la faculté de médecine? Oui, par goût. Je dois avouer quand même que j'avais un faible pour la médecine quand j'étais encore à l'école primaire, chez les frères d'école chrétienne, mais je n'étais pas là pour devenir médecin. Et j'étais tenté par la profession des assistants médicaux. Et ça me faisait, je ne sais pas, j'ai trouvé ça très beau, ces gens qui faisaient leur tour de salle avec leur professeur, donc un cours pour voir des malades. Et moi qui étais gosse, j'avais à peine dans les 12-15 ans, ça me faisait plaisir. Alors je me suis toujours dit que je ne deviendrais pas moniteur, qu'un certain temps je demanderais d'aller à l'école pour être assistant médical. Est-ce que vous pourriez un peu raconter quelles étaient les activités des assistants médicaux? On a beaucoup parlé des assistants médicaux au Congo belge en disant que ce n'était pas tout à fait des médecins, mais que c'était presque des médecins. Oui. Est-ce qu'ils étaient limités aux hôpitaux sous la surveillance d'un médecin belge, ou bien certains étaient beaucoup plus isolés et pouvaient pratiquer une sorte de médecine à l'extérieur des centres, à la campagne? Ah, tout justement, c'était l'organisation, du moins dans l'organisation de l'UCL qui avait formé les assistants à la FOMILAC. Ce sont des gens qui avaient une formation médicale très pratique. Ils n'avaient pas les cours comme dans une faculté de médecine. Ben, ils avaient des notions de médecine pratique, plutôt pratique. Bon, ce sont les... Ils avaient 4 ans de formation. Ceux qui étaient brillants terminaient les 4 ans comme assistants médicaux. Ce sont des gens qui apprenaient l'auscultation, à examiner les malades. Il y avait un grand hôpital où il y avait 4 médecins belges, répartis dans différentes disciplines. Un pour la pédiatrie, gynéco-obstétrique, médecine interne et chirurgie. Bon, tout autour de ces centres, ils avaient créé des dispensaires à l'intérieur. À l'intérieur. Donc ces dispensaires étaient tenus par les assistants médicaux. Donc à chaque dispensaire, il y avait un assistant médical et un infirmier. Et chaque semaine, le médecin de l'hôpital, du centre hospitalier, faisait le tour de ces différents dispensaires pour, si vous voulez, pour chercher les malades qui nécessitaient des soins
beaucoup plus avancé dans un milieu hospitalier et laisser les autres dans les mains des assistants médicaux. Donc ils avaient quand même une grosse responsabilité, parce que dans ces dispensaires, il y avait des services pour accoucher. Bon, je ne faisais pas gynécologie, obstétrique, mais ils savaient accoucher, examiner les malades, sélectionner les malades qui sont graves pour les envoyer au centre. Donc ce sont ceux-là qui ont surtout occupé le terrain médical avant l'indépendance. En dehors de des cours spécialisés en médecine, vous avez aussi des cours de culture générale? À l'université, c'est exactement le même programme que le programme des universités belges. Tout à fait. Le même programme. Et Monseigneur Gillon, d'ailleurs, a exigé, dès la première session, qu'il y ait des professeurs des universités belges pour participer au jury des examens de l'Ovanium, pour qu'il n'y ait pas de contestation. Et cette situation qu'on croyait passagère, parce que je lui avais demandé pour la première année qu'il y ait des professeurs étrangers pour venir voir que le programme était le même. Par après, c'était devenu une habitude jusqu'en 60. Ça continuait comme ça jusqu'en 60. Ce qui nous a aidés d'ailleurs, parce qu'alors, il n'y avait plus de contestation. Et entre nous, on préférait encore être interrogé devant les professeurs venant de Belgique que les nôtres. Les nôtres étaient beaucoup plus sévères. Oui. Ça, c'est un fait. Oui. Alors, à côté de ça, évidemment, comme vous avez demandé, nous avions des conférences de formation générale, des conférences des étrangers qui passaient, et on invitait des conférenciers différents. Quoi. Et vous aviez aussi des possibilités de lire les journaux, des courants de ce qui se passait? Oui. Oh, oui, on avait toute la liberté. Oui. À côté de notre bibliothèque, des bibliothèques scientifiques, nous étions abonnés à des journaux. Hein. Abonnés même pas à l'université, quoi. L'université avait mis à notre service un abonnement spécial pour les différents journaux locaux.